Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de nos invités Samuel Mbajoum, Abdelkerim Yacoub Koundougoumi et de notre éditorialiste Alfred Chongo. Au Bénin, les magistrats ont entamé ce lundi 8 janvier 2018 un mouvement de grève sans service minimum qui se poursuivra jusqu'à ce vendredi. Ils entendent ainsi faire pression sur le gouvernement afin que ce dernier annule les nouvelles dispositions régissant le droit de grève qui leur est garanti par la Constitution. Voyez ce reportage de Lefti Ounou commenté par Ibrahima Dioumaba. On en parle juste après. Au Bénin, le mouvement de débrayage déclenché par les magistrats est suivi dans les cours d'appel et tribunaux depuis lundi 8 janvier 2018. Les députés ont retiré le droit de grève aux magistrats au cours de l'examen de la loi du 21 février 2003 portant statut de la magistrature. L'Union nationale des magistrats du Bénin a annoncé au terme d'une assemblée générale qui a eu lieu au palais de justice de Cotonou le 4 janvier 2018 une grève de 5 jours tacitement reconductible à partir du 8 janvier 2018. Je suis venu pour une légalisation, mais le constat est que les agents ne sont pas au travail, comme quoi ils seraient en train de faire la grève. Le constat, c'est qu'il y a le déblayage total. Et les agents, tels que ça s'anime, moins d'appréhension, morosité totale. Je suis venu pour retirer une pièce. Et je ne l'ai pas eu. À travers une note de service en date du vendredi 5 janvier 2018, le ministre de la Justice, Joseph Dogbenou, a ordonné la réquisition pour la tenue des audiences programmées dans la période de grève déclenchée par l'Union nationale des magistrats du Bénin. Mais les syndicats de la justice se sont opposés à cette réquisition. Il a envie de violer la loi portant ainsi de droit de grève en République du Bénin. Non, on a déjà répondu. On a répondu. C'est en violation de la loi, un point bas. On a adressé ça à tous les chefs de juridiction pour dire personne ne sera réquisitionné. Si nos aînés ont versé leur sang pour qu'aujourd'hui nous ayons le droit de grève, il nous revient à nous de lutter et d'utiliser tous les moyens légaux pour préserver ce droit acquis. Si on ne le fait pas, c'est que nous sommes en train de mettre la démocratie en péril. Pour le syndicat national des travailleurs de la justice, ce débrayage illimité constitue une suite du mouvement déclenché par les travailleurs de la justice depuis 2017. Pour ce syndicat, le chef de l'État, Patrice Talon, n'a pas tenu ses promesses suite aux 2 mois de moratoire qui lui a été accordé au cours des négociations avec le gouvernement. La loi portant retrait du droit de grève aux fonctionnaires de la justice et de la santé, des militaires et paramilitaires est en étude par les sages de la Cour constitutionnelle. Monsieur Bajoum, vous comprenez cette décision du gouvernement béninois de supprimer le droit de grève pour une catégorie de fonctionnaires? Je la comprends très difficilement. Il y a une chose, hein, un philosophe romain avait dit « Queta non movietur », il ne faut pas toucher à ce qui marche. Je crois que c'est la première fois qu'il y a une grève des responsables de la magistrature, de la justice au Bénin. Ça veut donc qu'il y a un problème. Ça veut donc dire que le gouvernement a posé un acte qui amène ces gens à se rebeller. Est-ce qu'on avait besoin de ça? Je ne pense pas. D'autant que, Patrice Talon, il me déçoit énormément. Quand il a été élu président, on s'est dit, mais voilà, il va y avoir un changement au Bénin. Mais là, il perd tout crédit, hein, Patrice Talon, en agissant de cette manière-là, en s'en prenant à la justice, qui n'avait pas besoin justement de cette instabilité. D'autant d'ailleurs que cette question est encore en étude à la Cour constitutionnelle. Pourquoi les députés se précipitent pour voter la suspension du droit de grève des magistrats? Moi, je trouve ça tout à fait lamentable. Et là, Talon, vraiment, il a joué petit. Alors, mais j'ai une question. Est-ce que la suppression du droit de grève pour certains fonctionnaires est légale, tout simplement? Non, en fait, que dit la Constitution à ce propos? Justement, le droit de grève, c'est une liberté fondamentale, fait partie des libertés fondamentales garanties par la Constitution, dont les législateurs ne peuvent que
définir le contour. Maintenant, ce qui se passe au Bénin est grave. Comme l'a dit mon co-débatteur, le Bénin était un modèle et Patrice Talon était porteur d'espoir et on n'attendait pas du tout sur ces points parce que le fait d'interdire, on n'interdit pas cette liberté. Non. Pourquoi il veut interdire? C'est pas seulement pour les juges, hein, c'est aussi pour la santé, les agents de sécurité. Donc, c'est une façon, en tout cas, ma perception, ça va fragiliser le pouvoir judiciaire. Là, l'équilibre du pouvoir entre le législatif, l'exécutif et le judiciaire est en jeu. Et c'est un acquis démocratique fondamental. Donc, au lieu d'interdire les fonctionnaires, qu'ils soient de la santé, de la justice et de sécurité, d'aller en grève, il doit, en tout cas le président béninois, plutôt faire d'une manière que ces fonctionnaires n'auront pas besoin d'aller en grève. Exactement. En leur garantissant tous les moyens financiers et de les rendre efficaces et que ceux-là n'auront jamais besoin d'aller en grève. Au lieu de faire cela, on utilise l'outil législatif comme on veut, donc du coup ça tend plus à de l'autoritarisme que vraiment à une vision, c'est vraiment le mot. Vision de développement ou de consolidation démocratique. Est-ce que ça ne cache pas des intentions coupables? Il faut se poser cette question-là. C'est-à-dire que, est-ce que ce monsieur ne s'attend-il pas à ce que la justice lui demande peut-être des comptes? Pourquoi pas? Parce que poser un acte aussi grave dans une institution qui marche, qui n'a jamais posé de problème, pour moi, ça ne peut cacher que quelque chose, des intentions, je ne dirais pas malveillantes parce que ce serait le mot très fort, mais ce sont des intentions coupables. Et on n'a pas besoin de ça. Peut-être que c'est une intention de peut-être sanctuariser ces trois secteurs qui sont quand même dans nos cultures et dans nos pays qui sont très très faibles, des secteurs à risque. Par exemple, si les médecins partent en grève, les infirmiers partent en grève, c'est la catastrophe. Et si les fonctionnaires... Et c'est le cas pour l'instant, parce qu'il y a également une grève qui paralyse le secteur de la santé. Ça paralyse tout. Par exemple, dans certains pays africains, aujourd'hui, nos hôpitaux, c'est des mouroirs. C'est ça, tout à fait d'accord. Les médecins ne sont pas payés, les enseignants, pendant une année, ne vont pas enseigner. Donc c'est l'année blanche. Donc peut-être qu'il a voulu sanctuariser, mais je crois que ce n'était ni le bon moyen, ni la bonne façon de faire. D'autant que tous ces personnels-là ne sont pas des forcenés de la grève. Exactement. C'est ça ce que je voulais dire. Surtout ces personnels-là sont plus dans l'humanisme et plus dans l'investissement personnel, étant donné que ça approche plus de la citoyenneté et du patriotisme qu'autre chose. Merci messieurs pour toutes ces précisions. Dans le reste de l'actualité, 560 milliards de francs CFA, c'est le montant que devrait débloquer le Trésor public camerounais en 2018 pour éponger la dette intérieure. Celle-ci, estimée à 1047 milliards de francs CFA, a pu jusque-là être réduite de près de 46,9%. Plus de détails avec Siamlo Victoria Sidi. L'État du Cameroun compte apurer la dette intérieure en 2018. C'est le montant de 560 milliards de francs CFA que le Trésor public compte alors débloquer en ce sens. Cette dette intérieure, qui en 2016 était de 402,9 milliards de francs CFA selon la Caisse autonome d'investissement, a quasiment grimpé en 2017 pour atteindre 1047 milliards de francs CFA. L'État fait bien, à mon avis, de régler cette partie de la dette intérieure parce que ce n'est que par ce moyen-là qu'on peut relancer la demande intérieure. C'est par ce moyen-là qu'on permet également aux entreprises d'investir pour être en mesure de satisfaire cet accroissement de la demande intérieure. En août 2017, l'État s'est engagé à solder 180 milliards de francs CFA au profit des entreprises. Au cours des 5 premiers mois de cette année, il a pu investir 98 milliards de francs CFA, l'équivalent de 46,9% du service total. Avec ses 560 milliards de francs CFA, l'État aura réglé en tout près de 900 milliards de francs CFA de dette. Une initiative portée par un programme de relance économique engagé depuis la remontée des cours du pétrole. Au-delà du fonctionnement normal de l'économie et des grands équilibres macroéconomiques, le pays a été obligé d'investir énormément
dans des opérations sécuritaires. Cette volonté affichée de l'État du Cameroun devrait à court terme permettre de renforcer les crédits des entreprises, régler les factures des prestataires ou encore de rembourser les crédits TVA. La Caisse autonome d'investissement a annoncé que l'État pensait encore à recourir à des émissions pour s'acquitter de ses dettes dans le long terme. La mesure, qui ne fait pas l'unanimité, est considérée comme une pression de plus sur le service de la dette du pays. Rappelons que l'État du Cameroun a une dette extérieure de 3 991 milliards de francs CFA, dont 111,2 milliards de francs CFA seulement ont pu être apurés en 2017. Alors, Monsieur Mbajoum, de 402 milliards de francs CFA en 2016, la dette intérieure du Cameroun a plus que doublé pour atteindre 1047 milliards de francs CFA en 2017. Qu'est-ce qui justifie un tel bond? Comment en est-on arrivé à ce stade? La dette intérieure. Oui. Intérieure. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Ça veut dire que les opérateurs économiques camerounais, tous ceux qui traitent avec l'État, sont dans une situation extrêmement grave, explosive. On comprend maintenant pourquoi nos jeunes sont obligés d'aller maintenant sur les mers, traverser les océans pour aller chercher leur bonheur ailleurs. Comment est-ce qu'on peut en arriver là avec les chiffres que vous donnez, surtout dans un espace de temps aussi court? C'est incroyable, je ne comprends pas. Aussi, il faut ajouter l'aspect, comme il l'a évoqué tout à l'heure, c'est l'aspect sécuritaire, en fait. La lutte contre le terrorisme fait que les États africains se sont beaucoup endettés pour lutter contre le terrorisme. Non, mais on parle de dette intérieure. On parle de dette intérieure. L'endettement, les achats des armes, c'est ça. Les achats des armes, tout ça, ce n'est pas la dette intérieure. Il faut mobiliser des ressources intérieures pour pouvoir mobiliser l'armée, pour pouvoir transporter, pour acheter le carburant. La logistique coûte cher. Mais moi, là, ça m'intéresse beaucoup dans cette histoire que l'État, plus l'action, l'État va payer. Donc, en général, nos États sont de mauvais payeurs. Ils ne payent jamais les entrepreneurs et les entrepreneurs courent après l'État. Même, ils sont même arrivés à payer les fonctionnaires par la corruption, même à donner 10%, 20% du montant de ce que l'État leur doit pour pouvoir récupérer leurs dû. Donc là, vous saluez la bonne volonté du gouvernement camerounais. Cette bonne volonté, peut-être que ça permettra aux entrepreneurs intérieurs camerounais de faire plus confiance à l'État et peut-être de continuer à investir ou à prêter à l'État. Parce que personne ne donnera à l'État. Maintenant, je ne suis pas d'accord avec ça. Pourquoi? Parce que sur le point de la réduction ou du paiement de cette dette-là par l'État camerounais. Non, le Trésor. C'est pas une réduction, c'est un paiement d'une partie de leur dette. Comment l'État va-t-il payer cette dette-là? En émettant des titres et en allant encore emprunter sur le marché. Et donc ça ajoute de la pression. Je ne pense pas que ça soit... Si on paye les entrepreneurs nationaux, mais il ne va pas payer les entrepreneurs. Mais c'est une dette intérieure. Oui, mais même la dette intérieure... Mais l'État paye auprès de qui? Même la dette intérieure... Oui, mais c'est quoi la dette intérieure? Ce n'est pas des entreprises, c'est des entrepreneurs nationaux que l'État doit de l'argent. Oui, mais l'État a lancé des titres. Oui. Au marché national ou de la région. D'accord. Il a emprunté cet argent-là pour financer un certain nombre de projets. D'accord. D'accord. Pour financer ces projets-là, évidemment, il recourt aux entreprises. D'accord. Il y a une partie que l'État doit aux entreprises, mais qu'il doit lui-même pour rembourser cette dette-là auprès des institutions. Ça, c'est pas grave. C'est ça. Mais tant que les entrepreneurs nationaux... C'est-à-dire qu'Alfred, on tombe dans un cercle vicieux, finalement, on s'endette à l'extérieur pour éponger la dette intérieure. Et c'est pourquoi, justement... Pourquoi nos États sont obligés d'abord, en priorité, de payer la dette extérieure? Pourquoi? Non, mais parce que... Pour moi, on doit même faire un moratoire pour ne pas payer la dette extérieure. On doit d'abord payer la dette intérieure, dynamiser notre économie et payer petit à petit la dette. Au risque de s'endetter, parce que là, non, pas seulement s'endetter, mais le problème c'est la FMI, la Banque mondiale nous impose justement le fait de payer la dette. La dette est en train de tuer nos États. Ce n'est pas Alors, M. Abdelkarim, on va laisser Alfred terminer. Si le Tchad, qui a un pays pétrolier, signe des accords avec des entreprises internationales pour l'exploitation de son pétrole, reçoit un pourcentage, qu'est-ce qu'il fait du pourcentage qui lui revient pour investir à l'intérieur du pays, transformer les choses, permettre justement la production nationale. Au fond, pour ne pas s'endetter à l'extérieur, il faut avoir une économie dynamique. Une économie dynamique à l'intérieur,
il faut des entrepreneurs nationaux, il faut un marché et produire de la valeur ajoutée qu'on exporte. Au fond, pour faire ça. Je réponds à la question pour faire ça. Comment faire pour avoir ces entrepreneurs qui sont compétitifs? Il faut les payer en temps et en heure. Pour faire simple, la production du pétrole tchadien, d'accord, a été mal gérée, détournée et n'a rien dessus. Ok, d'accord, mais vous avez une entreprise d'exploitation des hydrocarbures qui est contrôlée par la fille du dictateur. D'accord, oui. Peu importe. Mais il y a l'argent qui revient dans les caisses de l'État. Non, ça ne rentre pas, c'est géré à la présidence. Oui, mais Monsieur Abdelkarim, s'il vous plaît. Non, je lui réponds puisqu'il ne connaît pas ce qui se passe au Tchad. Non, ce que je suis en train de vouloir vous faire dire, c'est ceci. Non, vous faire dire, c'est ceci. C'est un exemple, hein, on n'est pas... Pour vous faire dire ceci. Le budget d'un État, c'est à la fois la production nationale qui est destinée à l'exportation et ce que l'État ramène ou rachète de l'extérieur. C'est ça qui fait que, les exportations, si elles sont importantes, c'est-à-dire qu'on a bien produit, on a des devises qui rentrent, ça permet qu'on achète... Non, la balance commerciale, non. Eh bien oui, justement, non, c'est pas ça permet d'équilibrer. Donc ça permet de financer soi-même. Si... Je vais prendre un autre exemple. Ça, j'ai compris. L'Algérie, par exemple, il y a quelques années, a épongé toute sa dette extérieure. Exact. Et a eu des réserves considérables issues du pétrole. Mais vous avez a commencé à investir, l'Algérie a investi elle-même, sans demander l'aide extérieure. Et là, en l'occurrence, le Cameroun, comme la plupart des pays qui sont là, recourt, au Fonds monétaire, à la Banque mondiale, à la Banque africaine ou au marché des obligations régionales ou sous-régionales. L'endettement, ça veut dire qu'il y a une mauvaise gestion des ressources. Personne n'a dit qu'il y a une bonne gestion. Mais dans la mauvaise gestion, il faut maintenant prioriser. Donc, moi, je dis ici aujourd'hui, c'est ce que je vois dans ce qui se passe au Cameroun. Si l'État camerounais décide de payer sa dette, je dis bien de payer sa dette, pas à l'extérieur, au FMI, à la Banque mondiale ou tout ce que vous voulez, mais de payer sa dette aux entrepreneurs camerounais, de leur donner à ces jeunes camerounais de créer en plus d'emplois, d'être compétitifs, encore de réinvestir. Je suis vraiment content et j'encourage nos États de prioriser d'abord nos entrepreneurs. La dette extérieure n'est pas une priorité. La dette extérieure, c'est ce qui suffoque nos économies. Merci, monsieur Bajoum, très rapidement. Ça aurait été bien qu'on ait une petite idée du montant des sommes détournées dans cette affaire. Parce que toutes ces difficultés viennent du fait qu'on a pillé le pays, on a détourné, machin, etc. Ça aurait été bien qu'on évoque ça. Et parmi les opérateurs économiques, on débloque de l'argent pour les payer. Et ceux qui sont chargés de les payer ne le font pas. Et l'État ne sanctionne pas. C'est ça le problème. L'État ne sanctionne pas. C'est une autre question. Merci à tous les trois pour votre participation à cette émission qui touche à sa fin. Monsieur Samuel Bajoum, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes écrivain et chercheur. Monsieur Abdelkarim Yacoub, merci également d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes membre du mouvement citoyen Pacte, projet pour une alternance crédible au Tchad. Merci. Et merci à vous, Alfred, pour votre présence. Le bonheur de vous avoir retrouvé autour de ce plateau. Bonne année encore. Et puis à mes très chères téléspectatrices, merci de leur accueil bienveillant. Et je leur souhaite une fois de plus une lumineuse et créative année 2018. Merci Alfred et merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Restez sur Africa 24 dans quelques instants, le journal de la rédaction.